Mon nom est Abdullah, j'ai 43 ans et je viens d'un endroit appelé Ashoa en Irak. Ashoa est un endroit très plat et fertile avec de nombreux champs d'agriculteurs entourant la ville. Parfois, cela peut être très beau. Par beau temps, on peut voir à des kilomètres à la ronde, mais malheureusement, Ouija a toujours été un endroit très violent. En 2014, des combattants de Daesh sont arrivés dans mon village. Ils nous ont dit qu'ils étaient là pour nous libérer du gouvernement apostate chiite, le même que les satanistes américains nous ont imposé. Si nous étions sunnites, ils étaient nos amis, des moudjahidines dont le devoir sacré était de nous défendre. Au contraire, ils nous ont traités pire que des chiens. Ils tuaient quiconque résistait ou les remettait en question, la torture était courante et les décapitations étaient routinières. Leur chef disait qu'ils nous conduiraient au paradis, mais ils ne nous ont apporté que l'enfer. Ils se sont infiltrés dans chaque aspect de nos vies. Beaucoup étaient des étrangers convertis qui priaient à peine ou lisaient à peine l'arabe, et ils nous disaient que nous devions être de meilleurs musulmans. C'était de la folie. C'est sous les mains de ces monstres que j'ai vécu les 2 pires jours de ma vie. Le premier a commencé lorsque ma femme est sortie de notre maison et est allée au marché le matin. De moins en moins de nourriture arrivait aux étals du marché et je me souviens de m'inquiéter de la quantité de nourriture que ma femme pourrait ramener à la maison. Cela aurait dû être le moindre de mes soucis. Quelques heures après son départ, il y a eu une grande agitation dans le quartier. J'ai entendu des gens crier devant notre maison. J'ai appris que Daesh allait exécuter quelqu'un et que leurs combattants appelaient tout le monde sur la place du village pour que nous soyons tous témoins. Je me souviens de m'être senti très désolé pour celui qu'ils allaient exécuter. Parfois, ils exécutaient des gens pour des motifs futiles ou simplement parce qu'ils soupçonnaient quelqu'un d'être un espion. Mieux valait les envoyer au paradis que risquer la sécurité de leur califat. J'espérais simplement que ce ne soit pas un de nos voisins ou quelqu'un de populaire dans la communauté. Quand j'ai vu qui c'était, je suis resté paralysé, entouré par la foule en furie. Ils tenèrent ma femme tandis qu'un commandant de Tunisie expliquait que le prophète avait strictement interdit le port de vêtements rouges et que quiconque désobéissait à cette éthique devait être purgé. Ce n'était absolument pas vrai, bien que le prophète, que la paix soit sur lui, ait déclaré que personne ne devait porter un vêtement entièrement rouge. Même si une personne portait des vêtements rouges, il faudrait simplement lui conseiller de ne pas le faire parce que ce n'est pas la sunna. Je me suis précipité pour empêcher l'exécution, mais un voisin m'a arrêté et m'a retenu. Il savait que si j'intervenais, il me tuerait aussi. Le mieux que je pouvais faire était de penser à nos 2 enfants, de m'assurer de vivre pour eux, de m'assurer qu'ils ne voient pas. Je n'ai pas regardé, mais j'ai entendu le coup de feu, et ce fut le coup de feu qui a brisé mon cœur à jamais. Le 2e jour qui a ruiné ma vie, le jour où ils l'ont ruiné pour toujours, a eu lieu presque 2 ans plus tard. J'ai choisi de rester à Ouija pour le bien de nos 2 enfants, mais à mesure que l'armée irakienne s'approchait et commençait à bombarder la ville, la situation devenait insupportable et nous devions fuir. J'ai réussi à obtenir quelques somnifères pour mes enfants et une nuit, je les ai écrasés et les ai mis dans du lait pour mes enfants. Ils l'ont bu et j'ai attendu que les produits chimiques fassent effet. Une fois qu'ils dormaient, j'ai mis mes 2 enfants sur mes épaules et je suis sorti dans la nuit. Mon plan était de fuir vers l'armée irakienne, mais ce n'était pas facile. Daesh avait donné des ordres à ses tireurs d'élite de tirer sur tout civil tentant de fuir la ville. Alors que je courais dans les rues sombres de la ville, l'un d'eux m'a tiré dessus. La balle m'a traversé l'épaule, ce qui signifiait que l'un de mes enfants avait été touché. Et quand j'ai trouvé refuge, il était déjà trop tard. Mon fils était mort, mais je ne pouvais pas m'arrêter. L'islam dicte qu'un corps doit être enterré très rapidement après la mort, alors dans la pénombre et l'obscurité, j'ai rapidement creusé une tombe de mes propres mains et j'y ai placé mon fils inconscient. Puis je l'ai recouvert de terre du mieux que je pouvais, j'ai attrapé mon autre fils et j'ai couru dans la nuit. Il faisait déjà jour lorsque je suis arrivé aux positions de l'armée irakienne, juste à l'extérieur de la ville. J'étais mentalement détruit. Je ne ressentais aucun sentiment de victoire du tout. Et quand les soldats se sont précipités pour prendre mon autre fils, je me suis effondré au sol. Mais ensuite, alors que j'étais là, en train de boire de l'eau, j'ai entendu quelque chose qui a fait que mon cœur s'est arrêté. La balle a traversé directement le cœur. Pauvre enfant, il est mort instantanément. Cela devait être un tireur d'élite pendant qu'il fuyait, il tire sur tout le monde maintenant. Mes oreilles ont commencé à bourdonner, tandis que la horrible réalité me frappait comme un camion lancé à toute vitesse. J'avais emmené mon fils mort hors de la ville et j'avais enterré mon fils endormi.
Je faisais partie des 2 rifles, un de ces nouveaux régiments formés après la grande restructuration de l'armée britannique en 2007. J'étais en Afghanistan de novembre 2009 à avril 2010. On nous avait dit que ce serait une mission difficile, et sans manquer de respect à quiconque ayant servi là-bas, je pense que nous avons eu une des missions les plus difficiles de tous les régiments envoyés là-bas lorsque l'opération Eric 11 a commencé en novembre et que nous nous sommes déplacés vers Sangin. Nous avons perdu 4 véhicules blindés à cause des IED en seulement 10 jours. À cette époque, je n'étais pas encore impliqué dans des combats sérieux. C'était principalement les 3e et 4e bataillons qui étaient en plein milieu de cela. Mais après Noël, les 2 rifles ont commencé à s'engager de plus en plus dans des patrouilles de combat, et c'est au cours d'une de ces patrouilles que j'ai eu ma première expérience. Nous étions près d'un endroit appelé Makar, en train de chercher des composants pour fabriquer des IED, qui étaient de loin les plus grands tueurs de troupes britanniques pendant cette période. Chaque morceau d'équipement pour fabriquer des bombes que nous récupérions pouvait sauver des vies. Il y avait une rumeur selon laquelle les talibans locaux avaient des problèmes pour obtenir des munitions, ou les accumulaient pour une grande attaque, mais dans tous les CA, ils semblaient se réduire et compter sur des attaques avec des IED à plaques de pression sur des véhicules légers. Ils étaient ainsi depuis un certain temps, et, malheureusement, les effets étaient dévastateurs. Les talibans inondaient Helmand avec certains des meilleurs fabricants de bombes du pays, des gens qui jouaient avec des explosifs depuis avant que la plupart d'entre nous ne soient nés. Leurs bombes ont coûté la vie à un lieutenant-colonel des Welsh Guards l'été précédant mon arrivée, l'officier de plus haut rang tué depuis les Falklands. Et c'en était arrivé au point où nous étions surpris lorsque quelqu'un mourait par des tirs d'armes légères. Mais voir les talibans se retirer était ce qui rendait mon premier contact réel encore plus terrifiant. Je ne m'y attendais pas, et quand ils ont finalement attaqué, ils l'ont fait avec force. Nous cherchions un grand complexe depuis environ 30 minutes quand un des gars sur le toit d'un des bâtiments nous a appelés. De plus en plus de personnes à moto se déplaçaient autour des champs entourant le complexe. Il ne semblait pas avoir d'armes, mais les motos semblaient transporter de plus en plus de personnes dans la zone. Bientôt, il est devenu clair que nous étions en train d'être encerclés par un grand nombre d'hommes en âge de combattre, ce qui était vraiment une très mauvaise nouvelle. Nous savions qu'ils allaient commencer à nous tirer dessus à un moment donné, qu'ils avaient probablement des armes cachées quelque part, mais nous ne pouvions pas les affronter avant d'avoir identifié positivement les armes ou jusqu'à ce qu'ils commencent à tirer sur nous en premier. C'était ça, en Afghanistan, combattre avec une main attachée derrière le dos, un vrai casse-tête parfois. Mais que pouvez-vous faire pour vous défendre contre toute attaque potentielle ? Notre commandant de peloton a envoyé notre section hors du complexe et dans un fossé d'irrigation qui regardait vers la zone verte. Ce fossé d'irrigation était des positions de tir idéales, si ce n'était pour le fait que les talibans les utilisaient délibérément comme leur toilette pour tenter de nous dissuader. Il semblait que la grande majorité des combattants talibans se formaient à l'ouest de nous et savaient que nous ne pouvions pas les attaquer à moins qu'ils ne nous donnent une raison de le faire. Pendant un certain temps, on aurait presque dit qu'ils se moquaient de nous, se déplaçant simplement avec bravoure, criant et riant à mesure que de plus en plus de personnes arrivaient. Puis, enfin, toutes les voix au loin se sont tues et nos compagnons sur le toit ont signalé qu'ils pouvaient voir quelques AK apparaître. Il ne s'est pas passé une seconde après que le premier RPG a volé au-dessus de nos têtes et la ligne d'arbres devant nous a éclaté de tirs de fusil. Au début, ce n'était que quelques tirs, mais cela s'est intensifié jusqu'à devenir une quantité terrifiante de feu. Tout ce que nous pouvions faire était de répondre aussi bien que nous recevions. Je ne sais pas combien de balles nous avons tiré, mais de temps en temps, on entendait quelqu'un appeler un groupe de talibans qui s'approchait de nous. Ils ont commencé à environ 300 mètres, et puis quelqu'un a identifié un groupe à 250. Ensuite, c'était 200, et puis, à 150 mètres, nous avons commencé à nous inquiéter sérieusement. À ces distances, vous pouviez vraiment voir les personnes sur lesquelles vous tiriez. Toutes étaient des silhouettes courant entre les arbres et d'autres abris. Mais j'ai vraiment pu voir l'ennemi pour la première fois. Et autant que je voudrais paraître courageux ou quelque chose comme ça, la réalité est que cela m'a fait frissonner. C'était comme le jeu de la taupe. Chaque fois que nous éliminions une position de tir, une autre apparaissait quelque part plus proche. Et peu importe combien de grenades de 40 mm ou de ceintures de 7,62 nous envoyions dans leur direction, ils ne cessaient tout simplement pas d'avancer. Lorsque l'ennemi était à seulement 100 mètres de distance, nous avions combattu si longtemps que nous commencions à manquer de munitions. Heureusement, il semblait qu'eux aussi étaient à court,
car la quantité de tirs de mitrailleuses a commencé à diminuer et les grenades ont commencé à exploser dans les champs devant nous. Nous en avons lancé quelques-unes vers les buissons devant nous, mais plus pour garder leur tête baissée que pour toute autre chose. Je me souviens avoir entendu notre commandant de section nous dire de cesser le feu et, alors que je gardais mes yeux rivés sur la zone verte à la recherche de tout mouvement, j'ai entendu 2 mots qui m'ont donné la nausée : fixer les baïonnettes. Évidemment, notre commandant de peloton pensait que les talibans allaient tenter un assaut, probablement après nous avoir lancé quelques grenades. Alors il nous a réellement fait fixer les baïonnettes au Kéa, où nous en viendrions au corps à corps. Nous étions là, dans un fossé, avec des millions de livres en avions, satellites et drones nous surveillant, et nous fixions des baïonnettes comme si nous étions en Première Guerre mondiale. Ma plus grande peur à ce moment-là était de recevoir l'ordre de charger. Notre commandant de peloton était un type excellent et ne donnerait jamais un ordre stupide comme celui-là. Mais comme je l'ai dit, à ce moment-là, j'étais assis en pensant « Ne nous envoie pas par-dessus, monsieur, s'il te plaît, ne nous envoie pas par-dessus. » Heureusement, il ne l'a pas fait. Mais ensuite, il y avait la perspective d'être assaillis par le groupe le plus proche de talibans. Si leurs compagnons fournissaient un bon tir de couverture, ils pourraient lancer quelques grenades dans le fossé et ensuite simplement avancer pendant que nous étions trop étourdis pour faire quoi que ce soit. Juste au moment où toutes ces pensées couraient à toute vitesse dans ma tête, la nouvelle est arrivée qu'il y avait un A-10 néerlandais en position et qu'il était en route pour être sur notre emplacement dans 5 ou 10 minutes. Pour ceux qui ne le savent pas, un A-10 est un avion américain qui est essentiellement juste une mitrailleuse massive avec des ailes attachées. Cette mitrailleuse massive tire des munitions explosives, est extrêmement précise et est conçue pour détruire des chars. Alors imaginez ce que cela fait aux personnes. Savoir qu'un est en route est l'un des meilleurs sentiments que je puisse décrire. Ce sont comme des anges gardiens, mais cette visite est venue avec un piège, car les talibans étaient si proches de nous, l'A-10 devait mettre toute cette munition explosive à seulement 100 mètres de nous. En tout autre moment, nous nous serions retirés dans le complexe, à un meilleur abri avant que l'attaque ne tombe, mais comme nous n'avions pas de munitions pour couvrir notre retraite, nous avons dû simplement rester là et prier pour que le pilote néerlandais soit attentif et bien réveillé. Je ne pense pas que les mots puissent décrire à quel point c'était sombre de rester là avec les 10 dernières balles, en écoutant les 50 ou 60 talibans en face de vous crier « Allah Akbar » en préparation de charger, tout en attendant que l'attaque aérienne arrive à temps. Ils pensaient qu'ils nous avaient, ils y croyaient vraiment, mais juste au moment où ils ont commencé à ouvrir le feu avec les mitrailleuses légères, vraisemblablement pour couvrir leur avancée finale, un rugissement bas s'est fait entendre alors que l'A-10 commençait à descendre sur nous. Et quand le son rugissant était à son point le plus haut, on a entendu que ce rugissement puissant lorsque l'A-10 a ouvert le feu avec son canon. Un de mes compagnons l'a décrit comme si le ciel se déchirait, et après que les arbres et buissons devant nous se soient déchiquetés dans une pluie d'étincelles rouges ardentes, les armes des talibans se sont tues. Il y a eu un peu de tirs sporadiques, tandis que les BLS avec un peu plus de munitions lançaient des tirs sur les talibans en fuite, mais après cela, tout était fini. Nous avons fini de chercher le complexe, emballé tout l'équipement suspect pour fabriquer des bombes que nous avons trouvées, mais au lieu de simplement marcher de retour à la base opérationnelle avancée dans laquelle nous étions basés, quelques véhicules blindés sont venus nous ramener parce que le risque d'embuscade était trop grand. Je sais que c'est un peu cliché, mais votre premier contact est toujours le pire, et à chaque fois que cela passe, il devient plus facile de le gérer car s'habituer à la bataille ainsi a un prix. Mais c'est une autre histoire pour un autre moment, je pense. Étant donné que la saison de combat était de retour et que les talibans essayaient de nous surprendre en changeant leur tactique, nous avons commencé à patrouiller avec beaucoup plus de munitions pour éviter de manquer à nouveau. Cela faisait mal de devoir porter plus d'équipement, mais c'est la vie de soldat. Vous serrez les dents et continuez. Mon histoire est assez longue, mais tout prendra sens à la fin. Je suis né à Fort Lewis, Washington, en février 1980. Mon père était dans l'armée américaine, alors nous avons déménagé à Fort Huachuca, en Arizona, quand j'avais environ 1 an et demi. Après environ 1 an, mon père a été transféré de nouveau à Fort Lewis, où il a terminé sa carrière en septembre 1983, quand il a quitté l'armée. Nous avons déménagé dans le Montana, où mes 2 parents sont nés et ont grandi dans de petites villes. La ville de mon père était l'une des plus petites, avec une population d'environ 120 personnes. Nous avons d'abord déménagé là-bas et y avons vécu pendant environ 2 ans, avant de déménager dans une autre ville plus grande. J'étais le seul garçon de la famille, avec 2 demi-sœurs d'un précédent mariage abusif de ma mère et 2 sœurs complètes.
Vous pouvez imaginer le tourment que j'ai dû endurer en grandissant, mais cela n'a pas d'importance pour mon histoire. Mes parents cherchaient toujours de meilleures opportunités d'emploi, ce qui expliquait pourquoi nous déménagions de différentes villes. Quand j'étais en 2e année, notre école était à côté du lycée, également appelé collège. Donc la cour de récréation était à côté de la piste et du terrain où les lycéens traînaient après le déjeuner. Nous étions dehors pendant notre récréation prolongée et je jouais sur une des poutres d'équilibre qui étaient sur des ressorts rigides pour rendre l'équilibre un peu plus difficile. J'ai regardé de l'autre côté et j'ai remarqué qu'une des lycéennes s'approchait rapidement de moi de manière assez agressive. Je n'y ai pas trop pensé car j'étais trop occupé à jouer. Sans dire un mot, elle m'a donné 2 coups de pied dans l'entrejambe si fort que je suis tombé de la poutre et me suis effondré de douleur. J'ai commencé à pleurer et ensuite elle m'a donné un coup de pied dans l'estomac pendant que j'étais au sol. Et les surveillants de la cour se sont approchés d'elle et lui ont demandé pourquoi elle avait fait cela. Elle a répondu avec dégoût « Je ne l'aime pas ». Ils lui ont demandé si elle me connaissait ou ce que j'avais fait pour qu'elle me fasse cela et elle a répondu d'une voix dédaigneuse « Regardez-le, il est stupide ». Les surveillants de la cour lui ont ordonné de partir immédiatement et ont appelé le lycée. Depuis lors, je n'ai plus jamais rien su de cette histoire, donc je ne sais pas si la fille a reçu une quelconque sanction disciplinaire. J'ai remarqué que chaque année scolaire qui passait, on me considérait comme le garçon laid que les filles rejetaient toujours en passant, y compris les filles qui n'étaient pas non plus très jolies et qui me poussaient parfois même pour ensuite essayer de se passer mes germes avec dégoût. Je ne les dérangeais jamais, mais ce genre de traitement ou d'intimidation, si vous préférez l'appeler ainsi, est devenu une routine normale. Cela a commencé avec les filles et ensuite cela s'est étendu aux garçons. Les trajets en bus étaient encore pires. Je rentrais à la maison avec des ecchymoses causées par les garçons et des égratignures et des maux de tête à cause des filles qui tiraient mes cheveux. Je suppose que traverser cela m'a mis dans un état d'esprit déprimé qui a changé mon comportement et m'a rendu encore moins agréable à fréquenter. J'ai commencé à marcher voûté et je ne me suis jamais senti très bien dans ma peau. Finalement, mes notes ont commencé à baisser parce que je commençais à rêver d'être à la maison et de jouer, car c'était le seul moment où je ressentais du bonheur. L'école était misérable et j'ai fini par redoubler une année. Parfois, j'essayais de m'intégrer, mais je ne faisais que me faire rejeter encore plus ou même pousser physiquement. Mes amis étaient les seuls que je pouvais admirer et qui me faisaient vraiment me sentir bien dans ma peau. Après avoir commencé la 5e année, nous avons déménagé de nouveau à Helena, la capitale de l'État. Mes amis me manquaient terriblement et j'espérais pouvoir les revoir un jour. Helena était la ville où nous nous sommes finalement installés. J'étais soulagé de savoir que je serais loin de ces autres enfants qui étaient cruels avec moi et que je pourrais repartir à zéro. Je me trompais. Le harcèlement semblait me suivre comme si j'étais poursuivi, alors je suis resté timide et j'ai choisi de rester à l'écart pendant le reste de la 5e année. Cela a recommencé avec les filles, mais les garçons m'ont pratiquement laissé tranquille. Je faisais principalement face au rejet. Je demandais aux filles qui m'intéressaient si elles voulaient aller au bal de l'école juste pour être rejetées de nouveau et ensuite insultées. Mon estime de soi était au plus bas et mes notes n'étaient pas les meilleures, ce qui m'a fait redoubler la 5e année une nouvelle fois. Me voilà, 2 ans plus âgé que les autres enfants de ma classe, sans aucune interaction sociale, ce qui me rendait assez mal à l'aise, alors j'ai décidé de l'accepter et je suis devenu solitaire. Une fois que j'ai commencé la 6e année, le rejet féminin a continué, mais je n'ai jamais eu de problème avec les garçons, car je restais à l'écart et j'essayais d'être gentil avec tout le monde qui tentait une quelconque interaction. Les filles me regardaient avec dégoût en passant dans les couloirs. L'une d'elles a même dit « dégoûtant » en passant à côté de moi. Je ne parlais jamais à aucune d'elles, mais en raison de la façon dont elles m'avaient toujours traité auparavant, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que peut-être je le méritais ou que c'était en quelque sorte de ma faute. Je ne croyais pas vraiment être laid, mais comme toutes les filles le disaient, ça devait être vrai, bien que je n'étais certainement pas très musclé. La fille la plus populaire de l'école a également été assez cruelle avec moi, et elle était la seule parmi elles prête à devenir physique. J'avais mon casier ouvert pendant que je sortais des livres de mon sac à dos pour mon prochain cours. À l'intérieur du casier, sous l'étagère supérieure, il y avait un crochet pour accrocher ton manteau. Après avoir attrapé le dernier livre, j'ai senti une forte poussée dans le dos et le haut de ma tête a frappé le crochet et j'ai commencé à saigner. J'ai immédiatement saisi le haut de ma tête et me suis retourné pour voir la fille populaire debout derrière moi les bras croisés. Je lui ai lancé un regard furieux et lui ai demandé pourquoi elle avait fait cela.
Elle m'a répondu avec un air de dégoût. « Tu es tellement dégoûtant » et elle est partie en colère. Heureusement, la blessure était très légère et n'a saigné que quelques secondes, donc je n'ai pas eu besoin de points de suture, mais ça m'a fait mal pour le reste de la journée. Plus tard, ce jour-là, un groupe de garçons qui étaient les brutes de l'école se sont approchés de moi et m'ont informé que Mademoiselle Populaire leur avait demandé de me frapper. Mais ils ont clairement indiqué qu'ils ne le feraient pas parce que j'étais sympa et qu'ils ne voulaient pas le faire. Je les ai remerciés et puis je suis allé prendre mon bus. Je n'ai jamais compris pourquoi les filles me trouvaient répugnant. Je me baignais régulièrement et je sais que je ne sentais pas mauvais. Je n'avais même pas d'acné. Comme j'avais choisi de rester à l'écart, je n'avais jamais vraiment d'amis. Il y avait un groupe de garçons qui n'étaient pas exactement des anges ou les meilleurs modèles, mais ils étaient prêts à m'accepter sous leur protection. Oui, ils étaient considérés comme une mauvaise influence, mais ça faisait du bien d'être accepté de nouveau. Je traînais avec eux assez souvent et j'ai commencé à montrer un mauvais comportement. J'ai volé des cigarettes à mes parents, vandalisé des boîtes aux lettres, je suis sorti la nuit et j'ai commencé à m'impliquer avec des drogues, etc. Finalement, les problèmes m'ont rattrapé et la loi s'est impliquée. J'avais presque 16 ans et comme j'étais mineur, j'ai été placé sous la garde de l'État et envoyé à Billings, où j'ai séjourné dans un groupe thérapeutique uniquement pour hommes. Le foyer de groupe était assez strict et il fallait mériter tout type de privilèges, comme les jeux vidéo. Plus tu prenais ton traitement au sérieux, plus tu gagnais de privilèges. Les garçons qui n'étaient pas prêts à s'engager dans leur traitement ou qui agissaient comme s'ils s'en fichaient étaient transférés dans des installations plus strictes. Et cette idée me terrifiait. Alors je suis resté concentré et dévoué à mon traitement. Pendant mon temps libre, je passais du temps à soulever des poids et à jouer aux jeux vidéo. Finalement, j'ai commencé à gagner plus de muscles. Ce n'était pas assez pour que ce soit visible à première vue, mais suffisamment pour que tu le remarques si tu faisais vraiment attention. Je n'étais plus si mince et j'ai vraiment développé des pectoraux. Peu avant mes 18 ans, le personnel du foyer de groupe m'a organisé une fête pour célébrer mon succès et ils ont mentionné combien j'avais grandi et changé depuis mon arrivée. Ils m'ont libéré 2 jours avant mon 18e anniversaire et je suis sorti avec plus de fierté et de confiance en moi que jamais auparavant. Mon dos voûté avait disparu et j'avais retrouvé ma confiance. J'ai dit au revoir à tout le monde, échangé des câlins avec quelques amis, dont un qui a pleuré en me voyant partir, puis je suis monté dans la voiture de mes parents et j'ai voyagé 4 heures pour rentrer chez moi. Me retrouver dans des ennuis a été une bénédiction pour moi et a vraiment changé ma vie pour le mieux. Je n'ai jamais été très grand. J'ai arrêté de grandir à 16 ans et je ne mesure qu'1,73 m, mais personne ne se moquait beaucoup de ma taille après mes 18 ans. J'ai trouvé un emploi chez McDonald's, mais je ne m'y sentais jamais à l'aise car je ne sentais tout simplement pas que c'était le travail pour moi. J'ai aussi remarqué autre chose. Les filles ne me maltraitaient plus et au contraire, beaucoup flirtaient avec moi. Par flirter, je veux dire une grande quantité. Apparemment, beaucoup de filles du lycée me reconnaissaient et me traitaient comme si j'étais le garçon le plus attirant qu'elles aient jamais vu. À ce stade, à cause de la façon dont elles m'avaient toujours traité, j'ai pris cela comme une tentative de blague, donc je n'avais aucun problème à dire non et à m'éloigner. Je ne leur faisais pas confiance car leur traitement envers moi m'avait de toute façon laissé un goût amer. Avançons rapidement jusqu'à janvier, juste avant mes 21 ans, et je me suis engagé dans l'armée américaine. Ma spécialité était 13 Bravo, artilleur et membre de l'équipage, et j'ai servi dans la 101e division aéroportée, 321 régiments d'artillerie de campagne. Pendant mon temps dans l'armée, les femmes ont commencé à se jeter sur moi partout où j'allais. Au début, j'ai adoré. C'était un nouveau chapitre dans ma vie, donc je savais que tout ce qu'elles me lançaient était réel, et que je n'avais pas à m'inquiéter des brutes ou des blagues. J'ai encore gagné plus de muscles. Mon score au test physique était de plus de 300, et bien que je ne ressemblais pas à un culturiste, j'étais définitivement en forme. Mes veines ressortaient un peu, et mes pectoraux étaient encore plus grands, ce qui me faisait paraître un peu drôle pour les autres car quand je marchais normalement, les autres commentaient que j'avais l'air d'avoir la poitrine gonflée. C'était tout de même dans un bon esprit. Apparemment, je suis devenu plus attirant. Au début, j'ai apprécié, mais plus tard, j'en ai eu un peu assez. J'ai donc décidé de me faire plus discret et de fréquenter moins les clubs. Avançons de quelques mois de plus, l'attaque du 11 septembre s'est produite, nous sommes finalement allés en guerre en Irak et ensuite mon temps de service s'est terminé et j'ai été renvoyé aux États-Unis pour être démobilisé. J'ai reçu une décharge honorable avec 2 médailles de l'armée, une médaille de mérite de l'armée,
une médaille de bonne conduite et ce tra. Comme la santé de mon père déclinait, j'ai décidé de rentrer chez moi plutôt que de me réengager. Après être rentré chez moi, j'ai travaillé dans des emplois temporaires ici et là tout en terminant mon contrat de 8 ans dans la réserve. Je cherchais encore ma place et beaucoup de filles avec qui j'étais allé à l'école me remarquaient encore plus qu'avant. La tension était écrasante et je n'étais pas habitué à voir ces mêmes filles qui m'avaient si maltraité soudainement me traiter comme si j'étais l'homme le plus beau qu'elles aient jamais vu. J'ai recommencé à sortir, mais jamais avec les filles avec qui j'étais allé à l'école, et j'ai atterri dans une relation qui a duré 2 ans, mais nous avons finalement rompu. Avançons jusqu'à juillet 2016, lorsque mon père est décédé. Comme il était vétéran, ils lui ont offert des funérailles militaires, et j'ai salué mon père comme un soldat honorable pendant la lecture de TAPS et les honneurs militaires. Ma vie se sentait vide, comme si une énorme partie de moi avait été arrachée, et finalement j'ai pris un peu de poids, mais pas beaucoup. Avec le temps, j'ai accepté son décès et j'ai perdu le poids que j'avais pris, retrouvant mon corps incroyable, comme le disaient la plupart des femmes. Avançons jusqu'à la fin de la trentaine, et je me sentais à l'aise de porter des t-shirts de sport comme ceux de Under Armour, non pas pour l'apparence, mais parce que je les trouvais assez confortables. J'avais besoin de nouvelles chaussures et je portais mon t-shirt noir ajusté Under Armour. J'ai garé ma voiture et j'ai marché à travers le parking du centre commercial jusqu'à Famous Footwear, et une vieille camionnette délabrée s'est arrêtée devant moi sur la route qui traverse le parking. Elle était à environ 30 mètres et je n'y ai pas beaucoup pensé, jusqu'à ce que je regarde devant moi. Il y avait 2 jeunes filles qui semblaient encore être au lycée dans la camionnette et elles se sont littéralement arrêtées pour me fixer. L'une d'elles a crié « Waouh !» comme Joan Jett dans I Love Rock and Roll. Puis l'autre a dit « Puis-je avoir ton numéro ?» J'ai souri et répondu que bien que je sois flatté, j'étais assez vieux pour être leur père. Elles semblaient surprises et ont dit « Désolé », ce à quoi j'ai répondu d'un geste de la main pendant qu'elles s'éloignaient dans leur camionnette. Ce genre d'attention était devenu très normal pour moi à ce stade. Comme il n'y avait pas d'échappatoire, j'ai décidé de l'accepter et de continuer. Avançons de quelques années de plus et j'ai maintenant 40 ans. Il était environ 10h30 du soir et après une longue journée de travail, j'ai décidé de m'arrêter dans une des stations-service du coin de la ville. Je peux être en forme avec très peu de graisse corporelle, mais j'ai une mauvaise habitude de nicotine. Je portais mon t-shirt noir ajusté Under Armour et j'attendais dans la file pour acheter mes cigarettes et ma boisson préférée, Mountain Dew. Une femme est entrée, semblant avoir entre 27 et 30 ans, et elle était clairement ivre. Elle n'était pas laide, mais pas non plus attirante. Je suis sûr que si elle portait du maquillage, elle aurait l'air assez décente. Elle regarda autour d'elle, puis ses yeux rencontrèrent les miens. Elle marcha, ou plutôt tituba, vers moi et commença ensuite à tourner autour de moi lentement, comme un vautour. Elle se penchait en arrière au niveau des hanches, comme si elle avait du mal à garder son équilibre, et elle continuait à tourner autour de moi, bougeant la tête de haut en bas, comme si elle me scannait. Après la 3e fois qu'elle tourna autour de moi, je me sentais très mal à l'aise et je dis enfin « Puis-je vous aider ?» Elle s'arrêta à côté de moi et sourit. Son regard me fit frissonner le dos. Elle garda la tête immobile pendant que ses yeux continuaient de me regarder de haut en bas. Je n'avais jamais vécu ce genre de situation auparavant et c'était assez troublant et perturbant. Puis, d'une voix traînante, elle dit « Tu es sacrément sexy ». Puis elle tendit la main et toucha mon bras, disant « Mon Dieu, tu es tellement sexy ». Je me suis éloigné maladroitement et j'ai dit « Merci ». Puis j'ai regardé de nouveau vers l'avant, espérant qu'elle partirait. J'ai senti sa main toucher mon épaule gauche puis descendre doucement le long de mon bras, ce qui m'a donné des frissons. Je lui ai poliment demandé d'arrêter de me toucher, ce à quoi elle a répondu par un désolé. Puis elle s'est penchée plus près de moi, son souffle alcoolisé m'assaillant tandis qu'elle disait doucement « S'il te plaît, tu es tellement sexy, et je vais te ramener chez moi, tu n'imagines même pas ce que je vais te faire. » Mes cheveux se sont dressés et j'ai ressenti les pires vibrations de cette fille. Alors, énervé, je lui ai dit brusquement « D'accord, non, arrête de me toucher, éloigne-toi de moi. » Les autres clients dans la file se sont retournés et m'ont regardé avec une expression mêlée de choc et de pitié. Le caissier a alors levé les yeux et a dit « Madame, je vais devoir vous demander de quitter le magasin. Je vous ai déjà dit que je ne vous vendrai rien et maintenant vous dérangez les autres clients. » Elle n'a rien dit, mais a semblé soupirer tristement avant de tituber vers la porte.
Finalement, je suis arrivé au comptoir et j'ai acheté mon paquet de cigarettes et ma boisson, puis je suis sorti du magasin. Après avoir quitté la station-service, j'ai tourné à gauche pour rejoindre ma voiture. En marchant, j'ai entendu des pas derrière moi, mais je n'y ai pas prêté attention puisque d'autres voitures étaient garées près de la mienne. J'ai déverrouillé ma voiture et suis monté, mais juste avant de fermer ma porte, j'ai entendu la porte du passager s'ouvrir, ce qui m'a surpris. Je suis rapidement sorti, laissant ma jambe droite à l'intérieur de la voiture, pour voir la femme ivre essayer de monter du côté passager de ma voiture. « Excusez-moi, que faites-vous » lui ai-je demandé. Elle m'a regardé avec confusion et a répondu « Peux-tu me ramener chez moi ?»« Non, je ne peux pas. Vous devez sortir de ma voiture » lui ai-je dit fermement. Elle semblait surprise et a dit « Mais je n'ai pas de moyen de rentrer chez moi. » Bien que je me sentais extrêmement mal à l'aise à cause de son comportement inhabituel, j'ai ressenti un peu de pitié et lui ai demandé où elle habitait. Elle m'a dit qu'elle vivait dans l'un des complexes résidentiels juste au bout de la rue. La pitié que j'avais ressentie a rapidement disparu et j'ai répondu « C'est juste là-bas, vous pouvez marcher ». Elle a répondu calmement « Non, merci ». À ce moment-là, j'étais plus qu'exaspéré et je lui ai dit d'un ton sérieux « Sortez de ma voiture maintenant ». Elle a semblé surprise de nouveau et avec une expression triste, a baissé la tête et a lentement ouvert la porte pour sortir. Je me suis détendu et me suis rassis dans ma voiture, fermant les yeux et soupirant de soulagement en appuyant ma tête contre l'appui-tête. Cependant, j'ai senti de nouveau la voiture bouger, comme si quelqu'un entrait par la porte du passager. Je me suis retourné pour la voir se réinstaller dans ma voiture et fermer la porte. À ce stade, j'étais au-delà de l'horreur et très en colère. J'ai crié de toutes mes forces « Madame, si vous ne sortez pas de ma voiture, je vais vous faire sortir moi-même et appeler la police. Sortez maintenant. » Elle a refusé de bouger. J'étais passé de partiellement horrifié à simplement furieux, alors je suis sorti de la voiture, j'ai marché jusqu'au côté passager et ai ouvert la porte. Elle m'a regardé et a demandé d'un ton confus « Que faites-vous » J'ai répondu fermement « Soit vous sortez de ma voiture maintenant, soit je vous fais sortir. » Elle a alors poussé un soupir de colère et a tenté de me frapper alors qu'un homme passait. Heureusement, j'ai des réflexes rapides. J'ai reculé et attrapé son poignet, la faisant pivoter physiquement et la poussant agressivement. Pas assez pour la faire tomber, mais suffisamment pour lui montrer que j'étais sérieux. Elle a commencé à crier à un autre homme qui entrait dans la station-service, lui disant d'appeler la police parce que je l'avais frappé au visage. J'ai répondu calmement « Non, je ne l'ai pas fait ». Mais elle a continué à crier « Oui, tu l'as fait, menteur ». Je lui ai répondu calmement « D'accord, je suis sûr que toutes ces caméras ici dehors confirmeront votre histoire et prouveront que je mens ». Elle a semblé vaincue et je suis retourné à ma voiture, fermant immédiatement les portes après être monté. J'ai démarré la voiture et configuré ma clé pour ne déverrouiller que la porte du conducteur plutôt que toutes les portes. Je ne voulais plus jamais vivre une telle situation. J'ai mis la voiture en marche arrière et mes capteurs de stationnement arrière se sont mis à biper. En regardant derrière moi, je l'ai vu debout là, refusant de bouger. J'ai appelé la police et leur ai tout expliqué. Ils m'ont demandé de lui demander de se déplacer, alors je lui ai dit que j'étais en ligne avec la police et qu'elle devait se déplacer. Elle a grogné et s'est écartée. J'ai baissé la fenêtre et reculé, puis mis la voiture en marche avant. Alors que je commençais à avancer, elle a frappé ma fenêtre avec le côté de son poing et a ensuite craché dessus. J'ai informé la police de cela, ce qu'ils ont également entendu. Apparemment, le Bluetooth de ma voiture était assez bon, alors ils m'ont demandé de décrire son apparence. Ils ont dit qu'ils enverraient un officier sur les lieux. J'ai demandé s'ils avaient besoin que je reste, et ils ont suggéré que je parte, car elle était clairement belliqueuse. J'étais soulagé de quitter cet endroit. J'étais fatigué et devais travailler le lendemain. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je n'avais jamais vécu ce genre de situation auparavant, et c'était l'un des moments les plus effrayants de ma vie. Depuis lors, je suis plus prudent et conscient de mon environnement. Je détesterais recroiser cette femme, qu'elle soit sobre ou ivre, et j'espère ne jamais la revoir. Je pense que les gens ne se rendent pas compte du nombre de personnes qui se sont réellement portées volontaires pour se battre au Vietnam. J'ai l'impression que les films dépeignent parfois une image de tous ces fumeurs de marijuana, trahissant tous ces satanés chefs de peloton. Mais quand je me suis engagé pour la première fois, ce n'était pas du tout le cas. Ma première mission était avec une unité d'infanterie de l'armée stationnée près de Dak To, et mon peloton était composé de soldats engagés et de volontaires. Nous étions tous là,
parce que nous voulions y être. Et bien que le moral ne soit pas toujours au plus haut, c'était infiniment mieux que ma deuxième mission. Ma deuxième mission était dans un peloton où près d'un tiers des soldats étaient des conscrits, et cela a rendu l'expérience très, très différente. Lors de cette deuxième mission, il y avait vraiment cette atmosphère de nous contre eux. Ne vous méprenez pas, nous étions tous américains quand Charlie nous rendait visite, mais à tout autre moment, nous étions deux camps distincts, ceux qui voulaient se battre pour leur pays et ceux qui ne le voulaient pas. L'un des conscrits était ce garçon rondouillet du Wisconsin. Avec toute cette chaleur et toutes ces patrouilles à pied, normalement le poids fondrait sur un type, mais pas sur ce garçon. C'était comme si le fromage fondu était collé à ses os. C'était un bon garçon, mais c'était le pire soldat que j'ai jamais connu. Dieu sait comment il a réussi à passer l'entraînement de base, mais il l'a fait, et c'était notre peloton qui avait la chance de l'avoir. Il était lent, n'avait aucune endurance et avait cette incroyable capacité à s'endormir pendant la garde. Chaque fois qu'il le faisait, notre sergent de peloton lui rendait la vie impossible pendant quelques jours, mais comme nous étions tellement en sous-effectif, il ne pouvait pas le retirer de la ligne. Quelques mois après le début de la mission, le garçon du fromage fondu a commencé à se redresser et à se comporter plus comme un vrai soldat. Puis, une nuit, on lui a dit, ainsi qu'à un autre type, d'établir un poste d'observation à environ 2 km de l'endroit où nous étions embusqués. Nous chassions ce groupe de Viet Cong depuis des semaines, et l'idée était que le poste d'observation nous alerte sur leurs mouvements et leurs effectifs, afin que nous puissions planifier l'embuscade en conséquence. Nous avons donc monté un campement de fortune dans la jungle, les gars du poste d'observation sont allés s'installer, et au fur et à mesure que le soleil se couchait et que la nuit avançait, les gars du poste d'observation continuaient à rendre compte par radio de temps en temps. Quelques heures ont passé et nous nous occupions en mangeant quelque chose ou en prenant des tours pour dormir ou monter la garde. Je me souviens avoir essayé de m'endormir simplement allongé dans l'obscurité et écoutant les sons de la jungle, mais bien que j'étais épuisé, le sommeil ne venait tout simplement pas. Puis j'ai commencé à entendre des chuchotements, nos gars parlant entre eux. Moment plus tard, un de mes amis m'a secoué pour me réveiller. Notre opérateur radio avait perdu le contact avec le poste d'observation et notre sergent de peloton était hors de lui quand il l'a appris. Il a dit à notre opérateur radio que si le garçon du fromage fondu s'était endormi à son poste, il devait lui tirer dessus et le laisser pour mort. C'était des paroles en l'air, mais vous comprenez l'idée, le sergent était furieux. En conséquence, une poignée d'entre nous a été sélectionnée pour se glisser jusqu'au poste d'observation pour vérifier ce qui était arrivé au garçon du fromage fondu et à l'autre soldat avec lui, et j'étais l'un d'eux. Guidés par ce caporal appelé Beantown, nous nous sommes glissés dans la jungle en direction du poste d'observation. Comme nous devions rester aussi silencieux et discrets que possible, cela nous a pris du temps pour atteindre le poste d'observation, mais quand nous y sommes enfin arrivés, je me souviens avoir vu un type endormi par terre, tandis qu'un autre avait le dos appuyé contre un arbre tombé, la tête inclinée, clairement endormi. Le caporal commence à chuchoter, disant « Fromage fondu, fromage fondu, réveille-toi une fois pour toutes », mais le fromage fondu ne bouge pas. Alors le caporal se lève, marche vers lui et lui donne un coup de pied assez fort pour le réveiller. Le fromage fondu ne se réveille pas, il tombe simplement par terre comme une bûche. Puis, environ 1 seconde plus tard, les premiers éclairs de tir ont commencé, illuminant la jungle. Les Viet Cong s'étaient approchés furtivement du garçon du fromage fondu et de son camarade leur avaient tranché la gorge et avaient ensuite utilisé leur corps pour nous attirer. Les 10 ou 20 premiers coups de feu étaient tous dirigés contre notre caporal, et après qu'il soit tombé comme une tonne de briques, nous avons simplement couru de retour vers le reste du peloton. Les Viet Cong nous ont poursuivis à travers la jungle, nos gars les ont bien frappés et les ont repoussés. Puis, le matin, nous avons avancé vers l'endroit où se trouvait le poste d'observation pour récupérer les corps. Des choses comme ça étaient ce qui rendait Charlie si effrayant. Il n'était pas bien équipé ni bien approvisionné, mais il était intelligent et rusé, et tout l'art et l'artillerie du monde ne pouvaient pas le contrer. Mon histoire se déroule en 2012 à Colorado Springs, dans le Colorado. J'étais stationné à Fort Carson et, un week-end, quelques amis et moi sommes sortis boire un verre dans un bowling. C'était une soirée assez normale au début, rien de fou et rien de remarquable. Un de mes amis, appelons-le Jay, a demandé si quelqu'un voulait aller sur Gold Camp Road, qui est hantée et effrayante. Alors j'ai pensé, pourquoi pas ? La plupart d'entre nous ont été d'accord,
Mais certains ont décidé de rentrer chez eux. J'ai toujours aimé tout ce qui est effrayant et paranormal, alors je n'ai pas perdu de temps à dire bien sûr. Alors nous avons décidé de partir, nous avons fini nos boissons et sommes sortis. À ce moment-là, j'étais déjà assez excité. Ce que je pensais être une ennuyeuse soirée de samedi à boire dans un bowling local devenait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Nous étions 2 véhicules, et pendant que nous nous dirigions vers la célèbre Gold Camp Road, on m'a raconté l'histoire qui l'accompagne, car il y a toujours une histoire, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr s'il y a une vérité réelle dans l'histoire que je vais vous raconter, mais ce que nous avons vécu là-bas est bien arrivé. Caché dans le comté de Teller et traversant le canyon de North Cheyenne, la route fait environ 13 km dans un sens unique et est complètement non goudronnée. En 2022, elle est fermée au trafic automobile pour cette raison. La route est populaire parmi les cyclistes et les randonneurs, mais un détour a été construit pour l'éviter. Elle a une histoire sinistre et on dit qu'elle est hantée. Située dans les collines de Colorado Springs et Bear Creek Park, un chemin de fer a été construit dans la région de Creek jusqu'à Colorado Springs pendant la ruée vers l'or des années 1880. En 1922, il a cessé ses activités et a été converti en route. La nouvelle route avait 3 tunnels, dont l'un aurait été effondré vers 1988 et un bus scolaire rempli d'orphelins s'y est écrasé, tuant le conducteur et tous les enfants à bord. Après l'incident, on dit que les tunnels sont sévèrement hantés et bien que ce ne soit que de la superstition, les griffes sur la clôture qui protège l'un des tunnels ne font rien pour décourager les histoires. Alors que la plupart de ces affirmations ont été faites à propos du 3e tunnel, d'autres ont signalé des événements étranges dans les 2 autres tunnels restants. Le tunnel effondré est scellé par de grandes portes et est situé au-delà de là où les voitures peuvent facilement passer. Cet endroit est très populaire comme point de rencontre pour les adolescents et les jeunes, surtout pendant les nuits d'été. Il y a plusieurs histoires entourant ces tunnels, construits dans les années 1800. On dit que de nombreux travailleurs sont morts pendant leur construction, la plus célèbre étant celle du bus scolaire. Mais les récits vont d'un conducteur de bus suicidaire à un train venant en sens inverse ou à l'effondrement du tunnel. De nos jours, les gens traversent le 2e tunnel en espérant que la voiture se déplace après l'avoir mise au point mort et éteint les lumières. D'autres disent avoir vu des apparitions d'hommes en capuche. Le 3e tunnel ne peut pas être traversé en voiture, mais beaucoup de gens viennent explorer les secrets de cet endroit effrayant. Alors que nous montions lentement la route non goudronnée à sens unique, on me racontait l'histoire des enfants dans le bus. Je ne vais pas mentir, la plupart d'entre elles ne m'impressionnèrent vraiment pas. Chaque ville a une histoire comme celle-là, n'est-ce pas ? Ou si vous allez sur cette route à cette nuit-là et que vous vous arrêtez ici, vous verrez le fantôme de tel ou tel. J'ai passé une grande partie de ma vie à explorer des endroits abandonnés effrayants, des cimetières et des endroits supposément hantés. Alors j'étais excité d'ajouter cela à ma liste et je pensais que ce serait cool d'entendre l'histoire, vous savez, puis nous repartirions. Quelques heures plus tard, et sans rien de remarquable qui se passe, nous avons traversé le 1er tunnel et j'étais encore plus excité et vraiment impressionné par la longueur de cette route et par la beauté de la ville au fur et à mesure que nous montions de plus en plus haut. Il en était de même lorsque nous sommes passés par le 2e tunnel. Avant d'arriver au 3e tunnel, il y avait un endroit pour se garer, car on m'avait dit que nous ne pouvions pas le traverser en voiture et que nous devions descendre et marcher. Nous sommes tous descendus, nous parlions et rigolions et avons pris quelques bières de plus. Quelques-uns de mes amis et moi avons même tiré quelques coups de feu, stupides. Je sais, j'avais 21 ans, un peu ivre, et je n'avais pas le meilleur jugement. Après que tout le tumulte se soit calmé, moi et 2 de mes amis de l'armée, nous nous sommes approchés du 3e tunnel et ils m'ont montré comment il était fermé par une grille, mais que l'on pouvait passer derrière si on le voulait. Il y avait beaucoup de déchets et de canettes de bière, il semblait qu'il y avait beaucoup de gens venant ici depuis un certain temps en faisant la même chose que nous. Encore une fois, rien de remarquable, c'était intéressant de le voir, mais sans apparition de fantômes effrayants, sans bus fantôme ni enfants criants. Après environ 15 minutes, nous sommes retournés à nos voitures et peu de temps après, nous avons discuté de simplement partir parce qu'il ne se passait rien et qu'il était déjà assez tard. J'estime qu'il était environ 2 heures du matin à ce moment-là. Cela nous a pris au moins 25 à 30 minutes pour monter cette montagne. C'était pratiquement une route à sens unique sinueuse, alors nous devions conduire très lentement. Je pense qu'à ce stade, nous en avions tous marre et étions prêts à redescendre. Alors peu de temps après, nous sommes retournés à nos véhicules. Un de mes amis continuait d'insister qu'il entendait quelque chose, jurant qu'il entendait des enfants. Je me moquais de lui, comme en disant
Bien sûr, mon pote, comme tu veux. Puis, il s'est approché de notre véhicule et a commencé à répandre de la poudre pour bébé tout autour de la voiture. Jay, le conducteur de la voiture, lui a dit « Qu'est-ce que tu fais, mon pote ?» Il a expliqué que la légende urbaine dit que si vous mettez de la poudre pour bébé sur la voiture en conduisant vers le haut ou le bas de la montagne, vous verrez des empreintes de mains partout sur votre voiture après. Nous avons roulé des yeux, l'avons laissé finir puis sommes montés. Les autres étaient dans un SUV devant nous et nous étions dans une voiture de sport derrière eux. Ils étaient à une distance décente devant nous. Alors c'était étrange quand tout à coup, 2 phares ont tourné derrière eux. Au début, nous nous demandions mutuellement s'il y avait une autre voiture là-haut. Non, il n'y en avait définitivement pas. Nous étions au sommet et il n'y avait pas d'autres véhicules garés là-haut avec nous. Et comme je l'ai dit plus tôt, le dernier tunnel est fermé par une grille et aucun véhicule de cette taille ne peut passer. À ce moment-là, Jay était un peu effrayé et je me sentais mal à l'aise avec l'idée que la voiture nous rattrape, presque sur le point de nous percuter puis de reculer, répétant cela encore et encore pendant environ 10 minutes. Descendre une route à sens unique, sinueuse et sans garde-fou est déjà assez stressant, mais avec un véhicule juste derrière vous, l'intensité se multiplie par 100. Finalement, la voiture a reculé et les lumières ont disparu à environ la moitié de la montagne. Nous nous sommes regardés en échangeant ces regards de « mais qu'est-ce que c'était ?» Et juste au moment où je regardais de nouveau la route, nous l'avons tous les deux vu. Un homme marchant vers le haut de la montagne à 2h45 du matin. Il avait la tête baissée et portait une barbe et des cheveux longs qui lui couvraient le visage. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il portait une veste réfléchissante verte et jaune. Nous avons tous les deux dit quelque chose comme « Que fait ce type à cette heure-ci » En continuant à descendre, je commençais vraiment à me sentir nerveux, car il y avait trop de choses étranges qui se passaient. Il n'y avait aucun signe d'un autre véhicule garé sur le côté de la route alors que nous avancions. Comme si le type s'était garé et voulait juste faire une promenade nocturne sur la montagne. Aussi étrange et fou que cela puisse paraître, il ressemblait à un chauffeur de bus. Je ne pense pas que l'un de nous l'ait dit à voix haute, mais je sais que nous pensions tous les deux la même chose. Jay et moi sommes finalement retournés à la base environ 10 minutes plus tard, les nerfs en pelote et prêts à rentrer et à appeler cela une nuit. Jay voulait s'arrêter pour prendre de l'essence et se calmer, alors nous nous sommes arrêtés à une station-service proche. Je suis entré pendant qu'il faisait le plein, j'ai pris 2 bouteilles d'eau et je suis sorti. Mais je me suis arrêté net quand je suis arrivé à l'arrière de sa voiture. « Jay, tu dois voir ça, mec », ai-je dit alors qu'il fermait la trappe d'essence et se tournait vers moi. Il s'est lentement retourné pour voir ce que je regardais. La vitre arrière de Jay était complètement couverte de petites empreintes de mains. Toute cette poudre pour bébé qu'il avait répandue plus tôt était là. C'était vraiment arrivé. J'étais choqué et encore plus effrayé. Jay a immédiatement dit « non, non, non » et a pris les 2 bouteilles de mes mains pour verser de l'eau sur le pare-brise et tout nettoyer. Il n'arrêtait pas de dire « non, non, non » entre ses dents tout le temps. Nous sommes tous les deux montés dans la voiture et n'en avons jamais reparlé pour une raison quelconque. Et depuis, je ne suis jamais retourné sur Gold Camp Road.